The answer is I don't, nor would I necessarily want to. It all stemmed from, might as well say it, might as well emphasize it, because I'm fed up with getting letters from people À all the time. 76 ans, alors que la plupart des hommes se réfugieraient dans la réflexion, le roi Charles XIII a ébranlé les fondements de la monarchie par une confession inattendue. Lors d'une conversation privée et chargée d'émotions, divulguée par une source proche à la presse britannique, le monarque a évoqué un amour qui ne l'a jamais vraiment quitté. Mais le choc ne résidait pas dans le nom de Camilla, ni dans celui de Diana, bien que ces deux femmes aient marqué sa vie publique et privée. Il résidait dans la vulnérabilité brute d'un homme qui, pour la première fois depuis des décennies, s'exprimait non pas en roi soumis au protocole, mais en être humain accablé par une vie de regret. « J'ai aimé autrefois avec une intensité que je ne pourrai jamais égaler », a admis Charles. Mais le devoir l'a réduit au silence. Et maintenant, c'est trop tard. Ces mots ont résonné bien au-delà des murs dorés de Buckingham Palace. Parlait-il de Diana, la princesse du peuple, dont la mort jette encore une ombre sur la vie royale, ou de Camilla, la reine consort qu'il a soutenue avec constance pendant près de 2 décennies, ou comme le spéculent aujourd'hui certains titres de tabloïds d'une toute autre femme, une femme cachée à l'histoire par les froides exigences du devoir royal. Cette révélation intervient à un moment de bouleversement sans précédent au sein de la famille royale. Les initiés du palais décrivent une institution en pleine tourmente, les jeunes membres de la famille royale prônant des réformes radicales tandis que les générations plus âgées s'accrochent à des traditions séculaires. Au cœur de cette bataille silencieuse se trouve Charles lui-même pris entre l'héritage de son passé et la réalité de son présent. Devant Clarence House, la réaction du public fut vive et polarisée. Les jeunes Britanniques, dont beaucoup étaient déjà ambivalents quant à la pertinence de la monarchie, ont inondé les réseaux sociaux de hashtags tels que The Royal Regret et The King Speaks. Les royalistes plus âgés ont exprimé un mélange de sympathie et de consternation, se demandant à voix haute pourquoi le souverain avait choisi ce moment, au milieu des rumeurs de santé déclinante et de discorde interne, pour se mettre à nu. Le timing cependant n'était peut-être pas entièrement fortuit. Selon plusieurs correspondants royaux, la confession de Charles est intervenue quelques jours seulement après un nouveau signe de déclin de son autorité, une importante visite d'État en Allemagne, conduite non pas par le roi, mais par le prince William et Catherine. La diplomatie raffinée du jeune couple et son incontestable attrait public ont été salués comme une bouffée d'air frais par des médias internationaux comme le Washington Post et Le Monde. Pour Camilla, les paroles de Charles sont profondément blessantes. Bien qu'elle ait longtemps été l'objet d'une attention publique et de moqueries privées, elle a tout enduré pour soutenir l'homme qu'elle aime. Aujourd'hui, alors que les souvenirs mélancoliques du roi concernant un amour perdu font la une des journaux du monde entier, sa position semble plus précaire que jamais. Ce n'est pas seulement un aveu, c'est un changement, a déclaré un conseiller du palais, le Times. Si le public commence à nouveau à romancer le passé, la présence de Camilla pourrait ressembler à un rappel inconfortable de choix longtemps regrettés. William, lui aussi, a observé le drame se dérouler avec une sérénité sereine. Des sources proches du palais de Kensington affirment que le prince de Galles considère les aveux de son père à la fois comme une tragédie et une opportunité, une chance de faire évoluer la monarchie vers un avenir marqué par l'action, la transparence et l'énergie de la jeunesse. Et puis il y a Kate. Posée et calme, comme toujours, elle n'a fait aucun commentaire public, mais son emploi du temps est éloquent. Ses apparitions dans des refuges pour femmes, des conférences environnementales et des hôpitaux pour enfants ont fait la une des journaux, renforçant subtilement son rôle de figure la plus visible et la plus appréciée de la monarchie. Le contraste est saisissant, un roi qui se lamente sur le passé et une jeune génération qui court vers l'avenir. Mais derrière la façade stoïque du palais, les murmures s'amplifient. Charles parviendra-t-il à maintenir l'unité de son fragile royaume ou son honnêteté émotionnelle hâtera-t-elle le coup d'État silencieux déjà en cours? Le poids de la couronne n'a jamais été aussi lourd. Et pour la Grande-Bretagne, une question se pose, est-ce le début d'un nouveau chapitre ou la fin d'une époque? Pendant des décennies, la reine Camilla a enduré le mépris public et les diffamations des tabloïds pour s'assurer une place aux côtés du roi Charles. Elle est restée inébranlable malgré les scandales, les trahisons chuchotées et l'ombre étouffante de l'héritage de la princesse Diana. Pourtant, alors que la monarchie traverse sa période la plus tumultueuse depuis une génération, Camilla voit sa couronne lui échapper. Non pas à cause du peuple ou de la presse, mais à cause des actions discrètes et délibérées de son beau-fils, le prince William. Le premier signe fut subtil. Un communiqué de presse du palais de Kensington annonçait un réalignement stratégique des fonctions royales présentées comme un effort pour moderniser la monarchie et la rendre adaptée à ses objectifs au XXIe siècle. Mais sous ce langage diplomatique se cachait une vérité indéniable, le nom de Camilla était absent de presque tous les engagements clés. Les œuvres caritatives qu'elle défendait depuis plus de 10 ans, axées sur l'alphabétisation, la lutte contre les violences conjugales et l'action communautaire, étaient désormais sous la tutelle de Catherine.
Seuls Charles, William et Kate étaient présents aux événements d'État à venir. Plus grave encore, l'engagement de Camilla depuis des décennies auprès du National Literacy Trust, l'une de ses causes phares, fut réaffectée discrètement à la princesse de Galles. Le palais n'a fourni aucune explication. Mais pour Camilla, le message était clair. Ce n'est pas de la modernisation, aurait-elle déclaré à une confidente dans un rare moment de colère, c'est de l'effacement. Des sources proches de la famille royale suggèrent que cette décision a été orchestrée par William dans le cadre d'une campagne plus vaste visant à rationaliser la monarchie. Sa vision, une institution plus stricte, plus jeune et débarrassée du poids des scandales passés. Et dans cette vision, la présence de Camilla, rappel constant du triangle Charles-Diana-Camilla, ne cadre plus. En coulisses, la tension monta. Lors d'une réunion familiale privée à Clarence House, Camilla confronta directement William. « Tu sais tout ce que j'ai construit », lui dit-elle d'une voix sèche mais mesurée. La réponse de William fut calme et résolue. « Ce n'est pas personnel, c'est l'avenir qui compte. » Le roi Charles, pris entre sa femme et son fils, aurait tenté une médiation. Mais son intervention fut faible, son autorité affaiblie par de récents problèmes de santé et l'influence croissante de Guillaume. Les observateurs soulignent que la passivité de Charles pourrait provenir de sa compréhension de la popularité de William. Les sondages montrent systématiquement que le duc et la duchesse de Cambridge sont les figures les plus dignes de confiance de la monarchie. Parmi les Britanniques de moins de 40 ans, le soutien à William et Kate comme principaux représentants de la monarchie a grimpé à plus de 70%. Les alliés de Camilla, quant à eux, ont vivement défendu sa cause. Un haut fonctionnaire a déclaré le Télégraphe. Elle n'est pas seulement une consort, elle a passé des années à reconstruire la réputation de cette famille. La mettre de côté maintenant est à la fois cruelle et insensée. Mais l'opinion publique ne semble guère s'orienter en sa faveur. Les jeunes générations, dont beaucoup considèrent Diana comme une figure quasi sainte, restent indifférentes aux contributions de Camilla. En ligne, les vidéos TikTok sous le hashtag chez Kate the Future Queen cumulant des millions de vues, tandis que Share Where is Camilla est en vogue avec des commentaires spéculatifs sur sa soudaine absence de la vie publique. En Allemagne, où William et Kate ont récemment mené une tournée diplomatique de haut niveau, la presse locale les a surnommés « l'avenir de la famille royale »,« l'avenir de la maison royale ». Des photos de Kate dans une robe émeraude éclatante lors d'un gala à Berlin sont devenues virales, renforçant son image de visage moderne de la monarchie. Camilla, en revanche, était introuvable. Le contraste est saisissant. Kate est en pleine ascension, renforcée par des engagements publics soigneusement gérés et une réputation sans tache. Camilla, elle décline malgré ses années de loyauté et de service. Certains au sein de la royauté préviennent que l'approche de William risque d'aliéner les royalistes les plus âgés, qui se souviennent du long cheminement de Camilla vers l'acceptation. Mais d'autres soutiennent que sa stratégie est précisément ce dont la monarchie a besoin pour survivre dans une époque saturée de médias et réfractaire au scandale. Même les dirigeants internationaux semblent s'intéresser à cette nouvelle dynamique. Lors d'un récent sommet sur le climat à Tokyo, William a été présenté comme l'incarnation d'un roi moderne, tandis que Kate était saluée pour son engagement en faveur du développement de la petite enfance. Le nom de Camilla n'a pas été mentionné. En privé, Camilla a juré de ne pas se fondre dans le décor. « Je me suis trop battue pour ça », aurait-elle confié à un ami. « Je ne me laisserai pas prendre sans me battre. » Mais alors que William et Kate poursuivent de leur vision, une question se pose Camilla. Parviendra-t-elle à tenir bon dans une monarchie qui la considère de plus en plus comme une relique de son passé trouble, ou est-elle déjà en train de perdre une bataille qu'elle n'avait jamais vue venir ? La réponse pourrait façonner non seulement son héritage, mais aussi l'avenir même de la maison de Windsor. Tandis que la reine Camilla luttait pour conserver sa place dans la hiérarchie royale, une autre figure s'affirmait discrètement, mais incontestablement en puissance. Catherine, princesse de Galles, autrefois louée pour son soutien gracieux à William, émergeait désormais comme la force la plus puissante de la monarchie. Une figure dont l'influence croissante semblait être la pièce maîtresse de la stratégie audacieuse du prince William pour remodeler la maison de Windsor. Les observateurs ont d'abord remarqué ce changement au printemps lors de la saison des œuvres caritatives. Les engagements autrefois dominés par Camilla, banquets d'État, galas de charité et visites de mécénat, étaient soudain pris en charge par Kate. Elle apparaissait dans les hôpitaux pour enfants, les sommets internationaux et les centres communautaires avec une autorité sereine qui trahissait ses années passées dans l'ombre de Diana. Mais cette ascension n'était pas fortuite. Des sources proches du palais de Kensington ont révélé un plan méticuleusement coordonné. Chaque geste de Kate s'inscrit dans une vision plus large, a confié un conseiller de haut rang. Elle n'est plus une simple consort en devenir. Elle devient le centre moral de la monarchie. La Diana Initiative, une association internationale à but non lucratif créée en hommage à l'héritage humanitaire de la princesse Diana, est devenue le projet phare de Kate. Mais contrairement aux précédentes œuvres caritatives royales, il ne s'agissait pas ici de séances photos ni de petites phrases réconfortantes.
Kate a retroussé ses manches littéralement en visitant des refuges pour femmes à Glasgow, en s'entretenant avec des survivantes d'abus à Nairobi et en finançant discrètement des programmes de santé mentale pour les enfants touchés par la guerre en Europe de l'Est. Les réseaux sociaux ont explosé. Des vidéos de Kate serrant une mère en pleurs dans ses bras ou écoutant attentivement le récit d'un réfugié ont accumulé des millions de vues. Des hashtags comme The People's Queen et Kate the Hair ont été tendance pendant des jours. Et pourtant, la présence de Diana persistait comme un fantôme en arrière-plan. Les médias ont multiplié les comparaisons, les blogs de mode ont souligné la préférence de Kate pour les boucles d'oreilles en perles et les tailleurs structurés rappelant étrangement le style emblématique de Diana. Même des publications étrangères comme Le Miroir l'appelaient le successeur spirituel de Diane. Pour certains, ce symbolisme était réconfortant, un pont entre un passé chéri et un avenir incertain. Mais pour Camilla, c'était étouffant. Elle utilise la mémoire de Diana comme une arme, aurait confié Camilla à une amie proche. Et le public s'en était régalé. Des sources proches du palais affirment que la frustration de Camilla a débordé lors d'un dîner privé à Clarence House. Dans un moment de franchise, elle a déclaré « Ils ne veulent pas seulement me perdre de vue, ils veulent m'effacer ». La tension a atteint son paroxysme lors d'un événement prestigieux au château de Windsor. William et Kate sont arrivés les premiers entourés d'une foule enthousiaste brandissant des drapeaux britanniques et des pancartes artisanales sur lesquelles on pouvait lire « Nous t'aimons Kate, Camilla entra plus tard, accueillie avec politesse et discrétion ». Alors que les photographes se bousculaient pour prendre la photo parfaite, c'est le sourire radieux de Kate et sa robe émeraude qui firent la une des journaux le lendemain. Même les observateurs internationaux en ont pris note. Un éditorial du Washington Post observait « La princesse de Galles devient non seulement une figure emblématique, mais une force ». Sa présence suggère une monarchie renaissante non par décret, mais par l'exemple. En privé, William n'a exprimé aucun regret. Selon des sources proches du prince, il considère l'ascension de Kate comme essentielle à son plan à long terme. Elle ne remplace personne, aurait-il déclaré à un conseiller principal. C'est elle qui définit la suite. Mais pour Charles et Camilla, les implications étaient de plus difficiles à accepter. Charles, déjà aux prises, avec une santé déclinante, peinait à concilier les divisions grandissantes. « Je ne suis pas prêt à être mis de côté », aurait-il confié à une confidente. Mais peut-être que le monde est prêt à les accueillir. La douleur de Camilla était plus vive. Ses années de service discret, passées à endurer les moqueries publiques pour soutenir Charles, lui semblaient désormais invisibles. Lors d'une récente réunion familiale privée, elle aurait directement confronté Kate. « Tu as peut-être le cœur du peuple », a-t-elle dit d'une voix calme mais empreinte d'une pointe d'acier, « mais ne confonds pas cela avec la couronne ». Kate, toujours calme, répondit avec un sourire mesuré. « Le respect se gagne de plusieurs manières, Votre Majesté. » L'échange, bien que bref, a résumé l'évolution de la dynamique du pouvoir au sein de la maison royale. Et pourtant, alors même que Kate prenait de l'ampleur, des rumeurs de dissidence commençaient à émerger. Les critiques se demandaient si son image soigneusement travaillée n'était pas trop parfaite, trop soignée. « Elle est parfaite, certes », a noté un commentateur royal. Mais est-elle attachante ou s'agit-il simplement d'un autre conte de fées soigneusement construit ? Pourtant, pour des millions de personnes à travers le monde, Kate représente l'espoir, la vision d'une monarchie qui écoute, apprend et dirige. Pour Camilla, cependant, elle est devenue l'incarnation vivante de tout ce qu'elle craint de perdre: la pertinence, la reconnaissance et le respect. À l'approche de l'automne, la question n'était plus de savoir si Kate pourrait succéder à Diana, mais si quelqu'un, pas même une reine, pourrait l'en empêcher. Derrière les imposantes portes du palais de Buckingham, la tension entre deux générations de monarques avait atteint son paroxysme. Le roi Charles III et le prince William, autrefois unis par un devoir commun, se retrouvaient désormais dans des camps opposés, dans une lutte silencieuse mais acharnée pour l'âme de la monarchie. C'était par une chaude soirée de fin d'été que la confrontation éclata. Dans le bureau royal de Clarence House, Charles était assis penché sur un bureau en chêne poli, le visage ridé par l'épuisement, tandis que William se tenait en face de lui, les bras croisés avec une détermination tranquille. « Tu vas trop vite », aurait dit Charles à son fils. Cette institution repose sur la tradition et non sur les caprices de l'opinion publique. La réponse de William fut calme mais inflexible. La tradition ne sauvera pas la monarchie. La pertinence, oui. Ce n'était pas leur premier désaccord, mais c'était le plus important. La restructuration radicale des fonctions royales opérée par le jeune prince, simplification des rôles, mise à l'écart des membres de la famille élargie et élévation de Kate au rang de visage moderne de la couronne avait suscité des rumeurs de coup d'État au palais. Même les royalistes les plus convaincus murmuraient que le prince de Galles était devenu le chef de facto de la monarchie, tandis que Charles, aux prises avec des problèmes de santé et une diminution de ses apparitions publiques, semblait plus symbolique que souverain. Pour Charles, l'érosion de son autorité était une pilule amère. Il avait attendu toute une vie pour ce rôle, passé des décennies en héritier dévoué. Et pourtant, à peine 2 ans après le début de son règne, le regard du monde s'était tourné vers son fils et sa belle-fille.
William ne comprend pas le poids de cette couronne, confia Charles à un conseiller principal. Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de popularité, c'est une question de préservation. Mais le camp de William a répliqué avec la même conviction. Ce n'est pas un concours de popularité, a déclaré un proche du palais de Kensington. C'est une question de survie. William voit les choses en face. Soit la monarchie s'adapte, soit elle s'effondre. Le désaccord était encore aggravé par le ressentiment croissant de Camilla. Après avoir enduré des décennies de mépris public pour enfin porter la couronne, elle se retrouvait désormais reléguée au second plan. Ses patronages avaient été réattribués, son agenda vidé de ses engagements clés. Lors des réunions de famille, les rumeurs annonçant son rôle déclinant étaient impossibles à ignorer. Elle n'est pas seulement en colère, a révélé une confidente. Elle se sent trahie. Elle s'est battue pour Charles et la monarchie. Maintenant, elle a le sentiment d'être effacée au profit d'une version plus récente et plus éclatante. Les médias ont capitalisé sur le drame. Les gros titres ont décrit le conflit comme une lutte shakespearienne, le roi et son héritier une bataille pour l'avenir de la couronne. Les chroniqueurs des tabloïds ont spéculé sur une abdication précoce, citant la santé de Charles et la popularité croissante de William comme preuve d'une transition inévitable. Sur la scène internationale également, le changement était palpable. Lors d'un sommet sur le climat à Copenhague, William et Kate ont été accueillis comme des hommes d'État de renommée mondiale. Leurs initiatives en matière d'énergie renouvelable et de santé mentale ont été saluées par les dirigeants mondiaux, consolidant ainsi leur image de duo avant-gardiste de la monarchie. Charles, absent, pour raison médicale, a envoyé un message vidéo qui a été accueilli par des applaudissements polis mais discrets. La perception est la réalité, a observé un correspondant royal chevronné. Et l'impression actuelle est que William et Kate dirigent déjà la monarchie. Au sein du palais, les loyautés se sont fracturées. Les courtisans les plus âgés se sont ralliés à Charles, avertissant que les réformes agressives de Guillaume risquaient de s'aliéner les partisans traditionnels. Les plus jeunes, en revanche, ont adopté la vision du prince d'une monarchie plus légère et plus réactive. Pris entre deux feux, Charles était aux prises avec des émotions contradictoires. Il admirait l'assurance et l'esprit stratégique de Guillaume, qualité dont on lui reprochait lui-même l'absence. Pourtant, il en voulait à son fils pour son impatience et à l'idée implicite que son règne était déjà obsolète. Lors d'une conversation privée avec Camilla, Charles aurait avoué « Peut-être que je ne suis roi que de nom ?» La réponse de Camilla fut cinglante. « Alors batte-toi pour ton trône, ou ils te le prendront sans te demander ton avis. » Mais Charles hésitait. Affronter Guillaume risquait de déclencher une querelle familiale publique, le genre de scandale susceptible de nuire irrémédiablement à la fragile réputation de la monarchie. Céder cependant signifiait accepter un avenir où il ne serait guère plus qu'une figure de proue. Pendant ce temps, Guillaume restait inébranlable. À ses conseillers, il parlait de devoir, non pas envers la tradition, mais envers le peuple. Il ne s'agit pas de détruire le passé, il a expliqué. Il s'agit de garantir un avenir à George. Cette phrase a trouvé un écho auprès de son équipe, mais dans les cercles royaux, elle avait une implication plus profonde et plus effrayante. William se préparait-il déjà à une passation de pouvoir, bien avant que Charles ne soit prêt à lâcher prise ? À l'approche de l'automne, les divisions au sein de la maison de Windsor se creusaient. Les dîners de famille devenaient tendus. Camilla et Kate échangeaient des sourires polis mais glaciaux lors des événements publics. Derrière la grandeur des occasions officielles, une lutte pour l'héritage et la pertinence faisait rage invisible mais indéniable. Et pour la Grande-Bretagne, la question se posait désormais le père et le fils, pourraient-ils trouver un terrain d'entente ou la monarchie elle-même risquait-elle de se déchirer de l'intérieur ? Alors que le fossé entre le roi Charles et le prince William se creusait derrière les murs du palais, dans les rues de Londres et sur les réseaux sociaux, une histoire différente se déroulait, une bataille non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour les cœurs et les esprits. La foule s'est rassemblée devant le palais de Kensington, brandissant des banderoles à l'effigie de Kate, son sourire posé désormais synonyme de la touche moderne de la monarchie. A l'inverse, Clarence House restait étrangement calme, ses portes étant flanquées de moins de sympathisants, l'air chargé de spéculations sur la santé de Charles et l'absence de Camilla aux événements publics. Les médias, sentant un changement sismique, se sont penchés sur le récit, Baby Conte, diffusé des émissions spéciales explorant la transformation de la maison de Windsor, tandis que les médias internationaux de le New York Times à Le Mondea publiaient des profils élogieux de William et Kate, les positionnant comme les sauveurs de la monarchie. Il ne s'agit plus seulement de la Grande-Bretagne, a déclaré un historien royal lors d'une table ronde sur CNN. C'est un moment de soft power. William et Kate exportent une nouvelle image de la royauté accessible, pragmatique et pertinente à l'échelle mondiale. Et de fait, leur attrait mondial était indéniable. En Inde, le travail de Kate en faveur des initiatives d'autonomisation des femmes a fait la une des journaux. Au Kenya, la visite de William à des projets de conservation a été saluée comme un engagement pour l'avenir de l'Afrique. Même en Australie, traditionnellement sceptique, les sondages ont montré un soutien croissant à la monarchie à condition qu'elle soit dirigée par William et Kate. Pendant ce temps, Charles peinait à maintenir sa visibilité.
Ses rares apparitions publiques étaient marquées par des foules discrètes et des gros titres discrets. Lors d'un récent dîner d'État à Édimbourg, son discours a été éclipsé par des clips viraux de Kate parlant couramment français lors d'un sommet sur le climat à Paris quelques jours plus tôt. En Grande-Bretagne, les clivages générationnels sont devenus flagrants. Les royalistes les plus âgés s'accrochaient au règne de Charles, le considérant comme la continuation de la main ferme de la reine Élisabeth II. Mais parmi les Britanniques de moins de 40 ans, les sondages ont révélé qu'un pourcentage stupéfiant de 78% préférait William et Kate comme principaux représentants de la monarchie. La situation de Camilla a été encore plus précaire. Longtemps perçue comme une figure controversée, son absence aux événements prestigieux a alimenté les rumeurs selon lesquelles elle aurait été discrètement mise à l'écart. Les hashtags #Camilla Out et Future Queen Kate ont été simultanément en vogue sur Twitter, polarisant encore davantage l'opinion publique. Même les personnalités politiques ont commencé à intervenir. Un député de haut rang a commenté lors d'un débat à la Chambre des communes « Il est clair que le public réagit au duc et à la duchesse de Cambridge avec un sentiment de confiance et d'optimisme que nous n'avons pas vu depuis des décennies. » La scène internationale a reflété ce sentiment. Lors du sommet du G20 au Brésil, le discours de William sur la résilience climatique a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Kate, qui l'accompagnait, a charmé les dirigeants mondiaux par ses conversations pragmatiques et son élégance discrète. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Les critiques dans les médias britanniques mettaient en garde contre les dangers de cultiver des familles royales qui risquaient d'éclipser l'institution qu'elles étaient censées préserver. « Ils sont populaires maintenant », a écrit l'un d'eux, Daily Telegraph chroniqueur, mais la popularité est capricieuse. Un seul faux pas pourrait les transformer du jour au lendemain d'icônes en fardeau. Pourtant, William ne s'est pas laissé décourager. Lors de réunions privées avec son équipe, il aurait souligné « Il ne s'agit pas de popularité. Il s'agit de bâtir une monarchie qui reflète le monde tel qu'il est et non tel qu'il était. » Pour Charles, ces mots résonnèrent comme un glas. À ses amis les plus proches, il confessa « J'ai toujours pensé que mon époque serait celle d'une gestion bienveillante. Mais peut-être que mon fils est né pour diriger d'une manière que je n'aurais jamais pu faire. » Alors que les feuilles d'automne tombaient sur le mal, la maison de Windsor se trouvait à la croisée des chemins. Allait-elle s'accrocher à la tradition sous un roi las ou s'aventurer en territoire inconnu avec une nouvelle génération à sa tête? Une chose était sûre, le monde regardait et attendait. L'hiver s'abattit sur Londres, un froid qui semblait s'infiltrer jusqu'au mur du palais de Buckingham. À l'intérieur, la maison royale évoluait avec sa précision habituelle, mais en coulisses, la lutte la plus importante que la monarchie ait connue depuis des décennies avait atteint son paroxysme. Le roi Charles III, visiblement plus fragile, apparaissait moins souvent en public. Des rumeurs sur sa santé déclinante, rumeurs de fatigue et de rendez-vous médicaux privés, circulaient dans les tabloïds, bien que les conseillers du palais aient fermement nié toute inquiétude sérieuse. Pourtant, la réalité était impossible à ignorer à mesure que la présence physique de Charles diminuait, l'influence du prince William ne cessait de croître. Partout en Grande-Bretagne, William et Kate étaient devenus le visage de facto de la monarchie. Leur emploi du temps était chargé, voyages humanitaires, sommets mondiaux et actions caritatives de grande envergure remplissaient les pages des journaux nationaux et internationaux. Lors d'un gala de l'UNICEF à New York, Kate prononça un discours sur la protection de l'enfance qui fut décrit par le Washington Post comme un modèle de leadership compatissant dans un monde fracturé. William, debout à ses côtés, parlait non pas en tant que prince en devenir, mais en tant que dirigeant portant déjà le poids de la couronne. L'initiative Diana, autrefois une modeste œuvre caritative, est devenue un mouvement mondial. Ces projets couvrent désormais les 5 continents, des campagnes de santé mentale en Amérique du Sud aux programmes éducatifs dans les régions déchirées par la guerre du Moyen-Orient. Les campagnes sur les réseaux sociaux, liées à l'initiative, ont régulièrement généré des millions de partages, renforçant la réputation de Kate comme la reine du peuple en attente. Mais tout le monde n'a pas célébré son ascension. Derrière les portes closes de Clarence House, Camilla voyait son rôle se réduire. Ses anciens patronages avaient été réattribués, ses apparitions réduites à des fonctions cérémonielles dénuées de substance. Elle se confia à une amie, la voix teintée à la fois de colère et de tristesse. « J'ai soutenu Charles malgré les scandales, les humiliations malgré tout. Et maintenant, je suis effacée de l'histoire. » Des sources proches du palais ont décrit un Noël tendu à Sandringham. William et Kate sont arrivés sous les acclamations enthousiastes des spectateurs. L'arrivée de Camilla, en revanche, a été accueillie avec politesse mais discrétion. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus froide. « Vous avez clairement exprimé votre position », aurait déclaré Camilla à William lors d'un moment privé. Mais ne confondez pas l'affection du public avec la permanence. Les foules sont changeantes, l'histoire aussi. La réponse de William était mesurée, presque clinique. La monarchie doit refléter l'époque, sinon elle n'y survivra pas. Charles, pris entre son épouse et son héritier, se repliait de plus en plus sur lui-même.
Selon des sources proches du roi, il passait de longues heures seul dans son bureau privé, contemplant souvent les portraits de sa mère et réfléchissant à l'avenir qu'il envisageait autrefois pour la couronne. Il se sent comme un monarque en décalage avec son époque, a déclaré un haut fonctionnaire. Il pensait avoir le temps de guider l'institution vers le XXIe siècle. Maintenant, il craint d'être déjà une relique. Le fossé générationnel n'était plus un simple courant sous-jacent, mais un gouffre. L'équipe de Guillaume parlait d'efficacité, de pertinence et d'engagement mondial. Les alliés de Charles mettaient en garde contre les dangers d'un abandon trop rapide des traditions, arguant que la force de la monarchie résidait dans sa capacité à perdurer et non dans sa capacité à s'adapter. À l'étranger, le changement a été encore plus marqué. Au Forum économique de Davos, William a prononcé un discours sur la résilience climatique s'attirant les éloges des dirigeants mondiaux et s'attirant des comparaisons avec le talent légendaire de sa grand-mère. Kate, quant à elle, a présidé une table ronde sur la santé des femmes, captivant l'auditoire par son calme et son autorité. En revanche, le message vidéo préenregistré de Charles était respectueux, mais largement ignoré. Un roi dans l'ombre l'a qualifié un commentateur. La jeune génération de la monarchie ne se contentait plus d'attendre dans les coulisses, elle réécrivait le scénario en temps réel. Pour l'opinion publique britannique, la question de la succession devenait de moins en moins hypothétique. Les sondages montraient que 65% des personnes interrogées estimaient que Guillaume devait assumer immédiatement de plus grandes responsabilités de direction et près de la moitié soutenaient l'idée d'une transition rapide. Au palais, les discussions sur une régence officielle s'intensifièrent. De hauts conseillers commencèrent à élaborer discrètement des plans d'urgence, préparant un avenir où Guillaume agirait comme prince-régent, dirigeant fonctionnellement la monarchie, tandis que Charles resterait souverain de nom. Camilla, quant à elle, était confrontée à ses propres difficultés. Elle avait lutté trop longtemps et trop durement pour accepter une retraite tranquille. Pourtant, elle comprenait aussi les enjeux d'une résistance ouverte. En privé, elle se lamentait. Si je résiste, on me dépeint comme amère. Si je me tais, je disparais. À l'approche du printemps, la maison de Windsor se trouvait en équilibre précaire. Charles allait-il s'accrocher à son règne au risque d'une rupture publique totale ou allait-il se soumettre à l'inéluctable et permettre à son fils de prendre officiellement la relève? William, pour sa part, projetait de la confiance, mais se confiait à un proche collaborateur. Il ne s'agit pas de s'emparer de la couronne trop tôt. Il s'agit de s'assurer qu'il reste une couronne à transmettre. Et Kate, posée, empathique, imperturbable, a poursuivi son ascension constante incarnant une vision de la royauté qui semblait à la fois intemporelle et entièrement actuelle. Comme l'a observé un historien royal, la maison de Windsor évolue sous nos yeux. Mais l'évolution ne se fait jamais sans douleur. Et aucune couronne n'est transmise sans un prix. Le monde observait, attendait et murmurait, était-ce la naissance d'une monarchie revitalisée ou le début de sa fin?